Bonjour, je m'appelle Sophie Desmarais et je viens vous lire un témoignage de Monsieur Jacques Langteau. Chers amis, j'aimerais vous raconter brièvement un épisode fort instructif de notre combat qui illustre bien qu'il n'existe pas d'université pour devenir révolutionnaire et que c'est dans la rue que tout s'apprend et que lutter, se tenir debout, ça paye. Des chauffeurs de taxi, écœurés de leurs conditions, avaient décidé en 1968 de créer un syndicat qui regrouperait leurs collègues de travail à Montréal. La tâche n'allait pas s'avérer de tout repos, on s'en doutait. Les chauffeurs de taxi représentaient ce qu'il y avait de plus bas dans la société québécoise et jouissaient d'une très mauvaise réputation parmi la population. C'étaient des chevaux sauvages, rebelles, indomptables, on les disait alcooliques et courailleurs de jupons, des gens peu instruits qui dépensaient leur maigre pitance en jouant aux courses de chevaux, qui payaient pas d'impôts, des sans-famille qui trompaient leurs femmes, bref, les qualificatifs ne manquaient pas pour les dénigrer. J'ai donc décidé de commencer moi-même à faire du taxi, d'abord les fins de semaine, puis 5 ou 6 soirs par semaine, et je me suis joint au mouvement de libération du taxi, le MLT. Ce travail me permettait de faire vivre ma petite famille plus ou moins décemment, tout en essayant de terminer mes études. Il y avait très peu de petits propriétaires de taxi à l'époque. La majorité des chauffeurs de taxi travaillaient pour de grosses flottes de taxi, c'est-à-dire qu'un riche propriétaire pouvait avoir 10, 20 et même 50 voitures qu'il louait sur 2 shifts, 12 heures de jour, 12 heures de nuit. Pour ramasser un mec 40 $ par jour, le chauffeur devait travailler 12 heures d'affilée en se nourrissant surtout de café et de pilules pour le tenir éveillé. Après avoir payé la location du véhicule à son patron et l'essence à la station de service, qui bien souvent appartenait au propriétaire de la flotte, c'est tout juste s'il lui restait 15 ou 20 $ à la fin de sa journée ou de sa nuit de travail. Ça, c'était pour les jeunes, les dynamiques, ceux qui avaient le pied rapide sur l'accélérateur pour aller voler le client sans qu'on aille plus vieux et moins rapide. Il régnait alors dans l'industrie du taxi ce que Frantz Fanon appelait dans son grand classique Les damnés de la Terre, la loi du peck order. La loi de la basse-cour, où les poules se battent contre elles pour aller chercher quelques grains qui traînent quelque part dans le poulailler. La tâche d'organiser ces travailleurs pour qui, en général, la solidarité était un vain mot s'avérait colossale. Les patrons ne voyaient pas d'un bon œil cet embryon d'organisation qui avait un nom un peu pompeux, le Mouvement de libération du taxi. C'était l'époque des mouvements de libération un peu partout dans le monde et au Québec, nous en avions au moins 2, le MLT et le FLQ. À l'époque, on ne nous qualifiait pas de terroristes, mais de révolutionnaires. Et c'est ce que nous voulions être 1 an après l'assassinat du Che en Bolivie. Ces chauffeurs, petit à petit, nous ont ouvert leurs portes et leurs oreilles. Ils ont commencé à assister à nos réunions, à imprimer des tracts, à les distribuer de main à main, à prendre la parole, à lire le journal du taxi que les centrales syndicales, surtout le Conseil central de Montréal de la CSN avec Michel Chartrand, qui nous imprimait ça gratuitement. Le MLT a commencé à appuyer les luttes de d'autres travailleurs. Ils étaient nombreux à revendiquer et à être en grève. C'était très nouveau à l'époque. Au début, certains avaient une attitude un peu fermée. Ils disaient qu'ils étaient capables de régler eux-mêmes leurs conflits avec leurs patrons, qu'ils n'avaient pas besoin d'aide de l'extérieur. Mais petit à petit, la solidarité s'est imposée et on a cessé de voir d'un mauvais œil toute forme d'appui provenant d'autres travailleurs. Le MLT a joué un grand rôle dans cette nouvelle approche qui démontrait qu'il y avait des raisons à l'exploitation et à la misère. La lutte des chauffeurs de taxi s'est peu à peu radicalisée. Les chauffeurs découvraient que plus ils haussaient le ton, plus on semblait les écouter, plus ils frappaient fort du poing autrement, plus on parlait d'eux et des problèmes propres à l'industrie du taxi. Il fallait continuer dans ce sens. Ces damnés de la terre, ces gens sans instruction, ces hypothéqués à perpétuité, pour reprendre l'expression de Gérald Godin dans ses cantouks, ont commencé à prendre la parole sur différentes tribunes. Ils furent invités à exposer leurs revendications devant les travailleurs en grève, devant les étudiants en colère, comme ceux d'aujourd'hui, et ils furent les premiers étonnés à constater qu'on les écoutait, qu'on les applaudissait même, et qui avaient toujours, pour ceux qui avaient toujours été bafoués et décriés. Alors, des manifestations spontanées furent organisées, des vitres ont volé en éclats, des cocktails Molotov furent lancés ici et là. Des étudiants, désireux d'appuyer leur combat, furent invités à monter à bord de voitures taxi dont les chauffeurs étaient membres du MLT, et des attaques sporadiques avaient été organisées contre les hôtels où la compagnie Murray Hill détenait, avec ses limousines, un honteux monopole ou contre d'autres cibles.
Même l'aéroport de Montréal Dorval fut paralysé à l'heure de pointe par des centaines de voitures taxis remplies d'étudiants dans le cadre de l'opération Tortue, du jamais vu. Pendant des mois, une sorte de guérilla urbaine s'installa dans les rues de Montréal, jusqu'à l'assaut contre les garages de la compagnie Murray Hill lors de la grève de la police le 7 octobre 1969. Des employés et sbires de ladite compagnie avaient été postés sur le toit de l'édifice et ont commencé à faire feu sur des centaines de manifestants, étudiants et chauffeurs de taxi rassemblés sur place, obéissant aux ordres du patron qui leur recommandait non pas de tirer en l'air, mais de bien viser sur les manifestants. Un policier de la SQ déguisé en manifestant, le caporal Dumas, a été atteint au poumon par un de ses tirs et il est décédé. Plusieurs manifestants, dont l'auteur de ces lignes, ont été blessés par des décharges de plomb de calibre 12. Certains ont perdu un poumon, d'autres portent des séquelles à vie. Jusqu'à ce qu'un voisin de l'endroit aille chercher son fusil de chasse de gros calibre, s'installe sur un toit en face du garage et entreprenne de détruire un par un les spots qui éclairaient l'esplanade devant le garage et qui permettaient aux snipers de la compagnie de viser les manifestants. Ces sbires ont aussitôt déguerpi et le garage fut brûlé. Quelques années plus tard, la compagnie Murray Hill perdait son monopole qu'elle détenait avec la complicité de la Ville de Montréal et les chauffeurs de taxi purent commencer à prendre des clients vers l'aéroport de Dorval et vice-versa, ce qui représentait une source importante de revenus. Le combat n'avait pas été vain. La solidarité avait donné de bons résultats. Les crottés, les ticus, les tarlas, les ticasses, ceux qui prennent une patate avec un coke, Gérald Godin, avaient découvert qu'il valait la peine de se tenir debout au risque de leur vie. Les étudiants aujourd'hui commencent eux aussi à découvrir les vertus de la solidarité, puisque nous étions 200 000 dans les rues de Montréal il n'y a pas très longtemps. Faut pas lâcher. Et comme disait Salvador Allende juste avant de mourir, aller de l'avant, tout en sachant que bientôt s'ouvriront de grandes avenues sur lesquelles passeront des hommes libres de construire une société meilleure. Merci.